Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Imaginez une plaine. Une plaine quelque part entre la Charente et la Dordogne, on est là dans l'ouest de la France. Il fait lourd, le ciel est bas, les vents portent encore, les échos d'un raid anglais qui la veille a ravagé les greniers, incendié les granges. Et vous avez là un cavalier solitaire qui traverse lentement un village vidé de ses habitants. C'est pas un soldat, c'est un collecteur de dîmes, imaginez ça, un officier du roi. Il note sur son registre ce qu'il ne prélèvera pas. Parce qu'il n'y a tout simplement plus rien à prendre. La guerre ici n'a pas de front, pas de ligne de front, pas même de déclaration. C'est une guerre fantôme permanente qui va et vient au gré des ambitions royales, des querelles féodales et des jeux de succession. Elle dure depuis si longtemps qu'on ne sait même plus quand est-ce qu'elle a commencé, et dans les mémoires des hommes, elle s'est installée comme une saison de trop. Plus tard, on l'appellera la guerre de 100 ans. 100 ans, c'est un chiffre rond, pédagogique, presque propre, presque parfait. Mais en réalité, elle n'a rien du tout d'ordonné. La réalité, c'est une guerre, si vous voulez, en tache d'huile. C'est une guerre qui entre dans les maisons, qui s'installe dans les silences, qui altère un peu les saisons et dérègle les esprits. Une guerre où on tue peu, finalement, mais où on meurt beaucoup. Et puis, il y a cette question, qu'est-ce que cette guerre au fond ? Est-ce vraiment une guerre ou bien une longue suite de conflits morcelés, d'alliances changeantes, de haines recuites et de trêves qui n'en sont pas vraiment ? Est-ce que c'est un conflit entre la France et l'Angleterre ou entre deux conceptions du pouvoir, de manière de penser le royaume, la souveraineté, la succession, l'autorité ? La guerre de 100 ans, c'est une guerre de rois, une guerre de princes, une guerre de papier, une guerre de parchemin, une guerre de juristes, de diplômes féodaux, mais aussi et surtout, c'est une guerre vécue sur le terrain, subie, redoutée par des millions d'hommes et de femmes dont les noms se sont évidemment perdus dans les archives. Parce que l'enjeu de ces émissions, normalement 3 émissions que je vais faire avec vous, c'est pas seulement de retracer une chronologie ou d'évoquer des batailles, c'est de redonner chair à ce siècle, de comprendre comment une société entière a pu se transformer sous le poids d'un conflit qui n'était finalement jamais là tout à fait, mais qui n'en finissait jamais de revenir. On va donc revenir dans ce premier chapitre, on va suivre les premières décennies, si vous voulez, de ce conflit multiforme. On va essayer de comprendre les origines, les faux départs, les accélérations soudaines et puis les ralentissements tragiques. On va voir comment une querelle successorale va devenir finalement un affrontement national, comment 2 royaumes qui partageaient une culture se sont lentement figés en ennemis héréditaires. On va voir comment la guerre elle-même, à force de durer, va devenir un métier, une économie, un mode de vie. Et surtout, on va tenter de répondre à cette question, mais comment cette guerre a-t-elle transformé des sujets du roi en français ? Parce que c'est peut-être là, dans cette lente montée des consciences, que se trouve la vraie nouveauté du siècle. Une guerre qui, en détruisant, finalement va construire, qui en divisant, rassemble, et qui en durcissant les lignes, accouche d'un sentiment nouveau, celui d'une nation. La guerre de 100 ans, épisode 1, sur Timeline évidemment. Pour comprendre la guerre de 100 ans, en fait, il faut remonter loin, bien plus loin que 1337, qui est la date officielle, si vous voulez, du déclenchement des hostilités. En vérité, il faut plonger dans le XIIe siècle, parce que la guerre de 100 ans, en fait, n'a pas de point de départ assez net. C'est en fait l'héritière d'un conflit féodal vieux de plusieurs générations. Vous avez une vieille rancune entre familles souveraines, nourrie d'humiliations, de mariages brisés, d'hommages rendus à contre-cœur. C'est un peu un conflit enraciné dans les profondeurs en fait du système féodal, où les titres et les terres comptent autant, sinon plus en fait, que les nations. Et tout commence avec une femme. Aliénor d'Aquitaine, forcément vous avez entendu parler d'Aliénor. Éléonore d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine, c'est pareil, l'alliance fondatrice du désastre si vous voulez. Aliénor, c'est l'une des figures féminines les plus puissantes de l'histoire médiévale. J'ai dit l'une des plus puissantes. Elle est duchesse d'Aquitaine, elle a 15 ans, elle apporte en dot à son mari un territoire immense qui couvre quand même, faut imaginer ça, 1/3 du royaume de France, de la Loire aux Pyrénées. Elle épouse d'abord le roi Louis VII, pieux, maladroit, très rigide, un mariage politique, mais
En plus, un couple très mal assorti. Elle l'accompagne en croisade, elle s'éprend de son oncle à Antioche et provoque à ce moment-là le scandale. À leur retour, le divorce est prononcé officiellement pour consanguinité, en réalité pour incompatibilité fondamentale. Quelques semaines plus tard, c'est pas le sujet, Aliénor d'Aquitaine, je ferai peut-être une émission un jour sur Aliénor, mais il y en a des tonnes et des tonnes, vous pouvez aller voir sur Internet, évidemment. Quelques semaines plus tard, quelques semaines, je dis bien plus tard, Aliénor va épouser un jeune prince, vigoureux, lui cette fois, Henri Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie. Or, 2 ans plus tard, Henri devient roi d'Angleterre. Et voilà que le piège se referme, parce que désormais, le roi d'Angleterre est aussi le maître de vastes territoires français, un vassal du roi de France, plus puissant même que son souverain, que son suzerain, il faut imaginer ça. Et c'est là que commence en fait le déséquilibre, ce paradoxe politique, cette anomalie féodale, un roi devenu le vassal d'un autre roi. Et ça, aucun Capétien ne pourra vraiment l'accepter. Comment un roi peut devenir le vassal d'un autre roi ? En fait, tout est question de souveraineté, qui est quand même un mot aujourd'hui dont on entend beaucoup parler. Et évidemment, à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Le long bras de fer entre Capétiens et Plantagenets, pendant 2 siècles, c'est ça finalement qui va exister. Les rois de France vont tout faire pour reconquérir cette terre passée à l'anglais, si j'ose dire. Philippe Auguste d'abord, qui va mener une guerre acharnée contre Jean Santerre, qui est le fils direct d'Aliénor. En 1204, il prend Château-Gaillard, pas très loin de Paris, reconquiert, c'est la porte de la Normandie, il reconquiert la Normandie, l'Anjou, le Poitou. À Bouvines, en 1214, il inflige une défaite cuisante à la coalition anglo-germano-flamande, le fameux dimanche de Bouvines. Vous avez un merveilleux livre d'historien, du grand historien Georges Duby, bien sûr, évidemment. Mais l'Aquitaine, l'Aquitaine, donc c'est, vous savez, le sud-ouest de cette France, qui est beaucoup plus grande que l'Aquitaine d'aujourd'hui, reste, elle, entre les mains du roi d'Angleterre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les rois de France, comme Saint-Louis, ont parfois hésité à tout reprendre, par piété, par scrupule, parfois par intérêt, parce que la Guyenne, ne confondez pas avec la Guyane, la Guyenne, donc l'Aquitaine de cette époque-là, à la fois est lointaine, instable, et puis un peu utile comme une sorte de monnaie d'échange diplomatique, si vous voulez. Alors on compose. On signe des traités, on découpe des fiefs, on fait prêter l'hommage par-ci, l'hommage par-là, mais ces hommages sont de plus en plus tièdes, ils sont même ambigus, toujours sur le fil, et toujours en suspens. Et une guerre froide, avant l'heure, finalement, est en train de s'installer. C'est l'un des moments clés, en fait, de cette histoire. En fait, c'est la guerre de Saint-Sardos, on est en 1324, vous avez un village sans grande importance stratégique, mais dont la souveraineté est disputée. Vous avez ces points d'achoppement en fait entre deux pays, un village qui va donner son nom à l'histoire et qui va entrer dans l'histoire. Le roi de France va y envoyer des officiers, les Gascons, fidèles à l'anglais, vont les pendre. Le roi de France réagit, il saisit la Guyenne, juridiquement s'entend. Édouard II proteste, le roi d'Angleterre, mais ne peut absolument rien faire. Il abdique peu après, détrôné par sa propre épouse, la fameuse Isabelle, la fille du roi de France et mère d'Édouard III. Là, on est, si vous voulez, pour vous donner un petit peu une idée, donc c'est Isabelle, c'est la fille de Philippe le Bel, le roi de France, c'est les rois maudits, on est dans les rois maudits, c'est aussi, Sophie Marceau dans Braveheart, même si ça n'a rien d'historique, puisque tout est à peu près faux dans cette histoire, mais ça, je ferai quelque chose à part à côté, évidemment. Isabelle n'a pas connu William Wallace, puisqu'elle avait 3 ans à l'époque, donc voilà, mais elle est effectivement la femme d'Édouard II qui est homosexuel avéré, qui va abdiquer, donc elle va prendre le pouvoir avec son amant, elle est la mère donc d'Édouard III, le futur roi. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.